Pierre Pontarotti me dit une synthèse, je ne veux pas faire une synthèse, je veux faire ce que j'appelle moi un point d'étape de ce que je pense à un moment donné. Je veux, s'il est là, je veux dédicacer ça avec Oleg, avec qui nous avons des disputes terribles, du fait qu'il croit que ce qu'on lui a appris était vrai et que moi je ne le crois pas. Donc ça veut dire que on ne peut, à partir d'un certain temps, on ne peut avancer dans la science qu'en ayant une idée de l'histoire de la science. On apprend à un moment donné, c'est une photographie de l'époque, ça ne traduit pas la réalité. La réalité existe. Et une des phrases qui illustre ça dans la littérature, c'est celle de Brecht dans Galilée, qui dit « La science est fille du temps ». C'est vrai pour tout. La science n'est pas une chose définitive. C'est une chose qui change avec le temps, la perception qu'on a là. Et comment elle change? Les deux épistémologistes qui ont été les plus importants dans le XXe siècle pour essayer de synthétiser ça, c'est Karl Popper d'un côté, et d'autre part Thomas Kuhn. Moi, je vous conseille de lire ça si vous voulez comprendre comment ça se passe et ne pas penser qu'il n'y a que moi qui pense comme ça. Ce que dit Popper, essentiellement, il dit que la logique de la découverte scientifique est basée sur l'existence de nouveaux outils. Une nouvelle manière d'observer les choses entraîne toujours une observation différente. Et donc nous, on a beaucoup ici utilisé les outils nouveaux, et beaucoup des découvertes que l'on a faites étaient... Moi je compare souvent la microbiologie et la biologie du XXIe siècle à la découverte des îles et des continents par les Européens au XVe et au XVIe, qui ont été dues à l'invention de la caravelle. Pas la caravelle, on ne pouvait pas découvrir la mer. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ces outils-là qui permettent de le faire. Et la deuxième chose, c'est que même quand on a ces outils, en réalité, les théories sont si robustes qu'elles empêchent de voir. Einstein dit ça. On n'observe que ce que la théorie permet. On n'arrive pas à observer ce que la théorie ne permet pas. Et donc, c'est ce que dit Kuhn, c'est que en réalité, on change de théorie quand la théorie devient instable par le nombre d'exceptions. Au début, la chose la plus bête qu'on puisse entendre en science, c'est l'exception confirme la règle. Non, c'est jamais vrai. Une exception, ça remet toujours en cause la règle radicalement. Donc si l'exception est exacte, la règle est fausse. Et il faut trouver une nouvelle règle qui intègre l'exception. Mais pour tenir à ça, on a inventé un aphorisme idiot. Et donc, c'est simplement quand les exceptions se multiplient que la théorie devient instable, et à ce moment-là, il y a une nouvelle théorie qui existe. Mais si vous regardez, par exemple, pour l'astrologie qui a servi, enfin, pour la physique, qui a servi beaucoup à la réflexion des deux, parce que la physique est la science qui avance le plus vite, et qui a avancé le plus vite, ça a des conséquences considérables. Mais si vous regardez dans l'histoire, on connaissait à très peu de choses près, à moins de 1% près, le rayon de la Terre au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est pas Galilée qui a trouvé le rayon de la Terre. Hein. Simplement, c'était contre la théorie, et donc ça empêchait de voir les choses. Et donc, les outils que nous allons voir dans le monde du vivant, qui n'est pas dans le monde non visible, ça a été la vision humaine, jusqu'au XVIIIe siècle, et puis ensuite le microscope, et puis ensuite la culture, les modèles expérimentaux, les autres, puis la microscopie électronique, et puis ensuite la génétique, et puis les théories, dont je vais reparler, la définition basée sur la taille, toute la théorie de l'évolution de Darwin, l'arbre et puis sa théorie, et puis nous, ce sur quoi on essaie de réfléchir, c'est-à-dire la présentation substitutive du rhizome et du transfert latéral de gènes. Donc ici, à Marseille, vous devez savoir ça, parce qu'un des héros marseillais, le premier des héros marseillais, c'est Pythéas. Pythéas, c'est un marin grec, et au IIIe siècle, il est sorti avec son bateau, et il est passé le détroit de Gibraltar, il est remonté, et il a décrit un monde dans lequel il n'y avait pas de nuit, et un monde dans lequel il y avait des montagnes de glace. Et ces deux choses ont été remises en cause complètement. On a dit que Pythéas avait inventé ça, c'est totalement faux. Et une des raisons était que dans un cycle alternatif qui avait été décrit entre les jours et les nuits, avec des dieux du jour et des dieux du nuit, remettre en cause le fait qu'il y avait une alternance des jours et des nuits était quelque chose qui n'était simplement pas acceptable. Donc contre l'expérience, la théorie a dominé pendant très longtemps.
Et donc ça a été parlé de tous les traités géographiques, en particulier celui qui a fait référence jusqu'à la Renaissance par Ptolémée. Donc ça a été vraiment extraordinairement important. Il a découvert l'Angleterre pour les Méditerranéens, il a découvert l'Angleterre, probablement la Norvège, et puis le truc. Donc ça c'est Pythéas, et donc c'est ce qu'Einstein dit, c'est-à-dire que ce que les gens acceptent, c'est simplement ce qui est compatible avec la théorie préexistante. Il faut détruire la théorie pour accepter de voir ou avoir l'esprit tordu comme moi. Donc ça a été assez clairement étudié de manière intéressante, et on a des travaux qui se font comme ça par un anthropologue. Tu as un anthropologue qui vient voir et qui t'oblige à changer d'avis parce que tu mets quelqu'un de nouveau dans un champ qu'il ne connaît pas. Et donc Bruno Latour est un anthropologue, comme le tien, il est allé à Lorstom, c'est pas dire, c'est Lorstom, il a commencé à observer les chercheurs Lorstom, il s'est mis les mains sur la tête en disant, putain, ils appellent ça de la science, c'est extrêmement étrange, parce que c'est que des habitudes qu'ils ont. Ensuite, il a jumpé, il est allé, alors là on peut dire c'est Lorstom, il a jumpé, il est allé en Californie, dans le laboratoire de Guillemin, qui était un Français, qui, parce qu'il avait raté les concours, l'internat s'était exilé aux États-Unis, où il a eu le prix Nobel. Donc ça veut dire que l'internat ne prédisait pas le prix Nobel. Pas toujours. Là-bas, il a décrit la vie de laboratoire en décrivant ce que nous savons, c'est-à-dire que pour publier, il faut être lisible, compréhensible, il faut que l'éditeur l'accepte, parfois il faut connaître l'éditeur, parfois il faut rencontrer l'éditeur, et que tout ça n'est pas de la science brute. C'est pas vrai que c'est de la science, c'est de la science culturelle. Et que donc, dedans, il y a une partie de culture dans la science qui amène au fait que la science, dans la science qui est acceptée, y compris au meilleur niveau, actuellement, on a d'énormes problèmes de reproductibilité. C'est accepté parce que c'est compatible avec la théorie dominante, mais c'est pas reproductible parce que tout simplement, ça n'est pas une réalité qui sort du périmètre du laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vérités, il y a des vérités dans un laboratoire qui n'en sont pas dans l'autre. Simplement, parce qu'on fait la biologie, si vous changez le sérum de eau fétal, si vous prenez sigma au lieu de prenez truc, vous avez des résultats différents. C'est toute la biologie. Et plus le modèle est réductionniste, moins il y a de reproductibilité. On s'est même rendu compte qu'une grande partie, Jean-Louis serait malheureux si je ne me moquais pas de biologie, une grande partie de tous les modèles expérimentaux sur la souris étaient faux parce que simplement la nourriture qu'on donnait aux souris modulait la réponse immunitaire et que donc vous aviez, avec la même lignée de souris, le même clone, dans les mêmes conditions théoriques, simplement la nourriture entraînait une réaction immunitaire différente. Donc tout ça était bien plus complexe, mais pour pouvoir se remettre dans la théorie, en réalité, on enlève un peu une qui ne marche pas, on fait des tests statistiques qui arrivent à faire dire ce que l'on veut à la fin, ce avec quoi on était d'accord avant de commencer. Enfin, dans le monde de la microbiologie, le premier outil, bien sûr, c'est le microscope, et le microscope, on voit le microscope quand ça fait plus de 0,2 microns. En dessous, on ne le voit pas. Donc la définition des microbes, c'est Pasteur qui établit le mot après que Sédillo, un chirurgien, lui dit, tu sais, tes trucs, tu devrais appeler ça les microbes. Donc c'est Pasteur dit, on va appeler ça les microbes. Et les premiers trucs sur lesquels il va travailler, c'est Pasteurella multocida, qui donne une maladie qui s'appelle le choléra des poules, et sur lequel il va travailler. Voilà. Ensuite, donc les Français jouent un rôle très important dans la dénomination des choses. On aime qualifier les choses. Toute la révolution de la qualification, ce que vous appelez politiquement correct, qui a été le réajustement des mots, ça a été aussi inventé par les Français. C'est les Français qui aiment qualifier les choses, la langue française aime qualifier. Et la deuxième définition, c'est un autre Français qui n'est connu que pour ça, qui s'appelle Édouard Chaton, qui a fait une thèse des 3 papiers, pour dire, dans les microbes, en réalité, il y a 2 genres de microbes. Alors on aime beaucoup la dichotomie, c'est les humains. Les microbes qui ont un noyau et les microbes qui n'ont pas de noyau. Donc les microbes qui ont un noyau, c'est les eucaryotes. Ce qui est normal pour les hommes, c'est ce qui est le plus proche d'eux. Hein. Ça ne veut pas dire ce qui n'est pas proche d'eux, c'est primitif. C'est comme ça. Et donc, notre civilisation dit ça. Les hommes qui ne sont pas comme nous sont des primitifs. C'est la définition de celui qui définit, il dit ce qui est bien, c'est moi, les autres sont des primitifs. Et donc, les prokaryotes, ça veut dire qu'ils sont primitifs. Ils sont avant les eucaryotes. Voilà. Mais c'est compliqué parce que dans les bactéries, il y a des bactéries qui ont des noyaux, qui ont des structures internes qu'on ne voyait pas, qu'on ne comptait pas à l'époque. Il y a tout un groupe, un phylum bactérien, dont les chlamydia, qui ne font pas ça. Donc c'est pas aussi simple que ça, la division prokaryote-eucaryote. Enfin, peu importe. Ensuite, dans les outils, va arriver la séquence, en particulier avec les différents trucs. Et Sanger a tellement contribué à la connaissance que lui, il a eu 2 prix Nobel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu 2 prix Nobel. Il y en a 3 scientifiques, je crois, qui ont eu 2 prix Nobel.
Et à partir des séquences, Woose, en 1975, qui séquence le ribosome et l'ARN, le ribosomal, dit en réalité, on pensait qu'il y avait les eucaryotes et les bactéries, mais il y a des bactéries qui à l'époque étaient surtout des bactéries extrémophiles, des bactéries qu'on trouvait dans des conditions extrêmes, qui n'ont pas du tout ce ribosome, qui ont un ribosome qui est en réalité plus proche de celui des eucaryotes, et qui constitue un autre monde, et au début il appelle ça les archébactéries. Pourquoi les archébactéries? Parce que c'était trouvé dans les sources d'eau chaude, et qu'il y a une théorie qui est peut-être vraie, mais c'est aussi difficile de prédire le passé que l'avenir, qui dit que le monde de la vie a commencé à des températures extrêmement élevées, et que donc, comme c'était des bactéries thermophiles, qui les premières ont été identifiées comme ayant ça, il appelait ça, c'était des bactéries archaïques, qui vivaient dans les eaux chaudes, et donc une rémanence du passé. Ce qui n'a pas de sens, il n'y a rien d'archaïque. Tout ce qui vit actuellement est vivant, il n'y a rien qui est archaïque. Mais enfin, toujours étoile, elles s'appelaient les archébactéries, puis après on dit quand même, si on dit que ce n'est pas des bactéries, on ne peut pas les appeler les archébactéries, et donc on les appelait les archées. Voilà. Ça c'est le troisième monde. Et donc, ce qu'a permis la séquence massive, en particulier la séquence massive dans l'environnement, c'est d'avoir une évaluation basée sur nos critères d'identification, je vous dirais ce que je pense, du nombre d'êtres vivants qu'on pouvait trouver compte tenu de ce qu'on pensait à l'époque. Et donc, vous voyez que maintenant, on a un peu plus que ça, on a un peu moins de 20 000 espèces connues, bactériennes, et on estime qu'il y en a 10 millions. Donc, ça veut dire que la partie de ce qu'on connaît est ridicule. Donc, ce n'est pas la peine de faire des théories finalisantes maintenant avec le peu qu'on sait. La même chose pour les archées, c'est surtout les gens de l'environnement qui ont trouvé celle-là. Et chez les eucaryotes, eh bien, en fonction de la taille, on connaît plus ou moins une proportion plus ou moins importante. Les animaux, on connaît une proportion probablement importante. Les vertébrés, 65%. Mais vous voyez, les insectes, peut-être qu'on en connaît 1 sur 10 actuellement, qu'on a identifié au niveau de l'espèce. Donc c'est ce qui reste à découvrir, ça. Vous voyez. Donc les plantes, on en connaît probablement la moitié. Les champignons, une proportion, on connaît les gros, dans les petits, on ne connaît pas beaucoup. Et puis les protistes. Donc ça c'est ce qu'on estime être la diversité du monde du vivant quand vous regardez par le biais de séquences. Et donc la métagénomique est devenue un élément majeur et a relancé toute la microbiologie. Moi, je ne veux pas dire du mal de la métagénomique, parce que c'est ce qui a relancé la microbiologie, puisqu'on a commencé, puisque n'importe qui pouvait faire une séquence sur un séquenceur et qui avait un bioinformaticien était capable de faire la métagénomique, ce qui est quand même beaucoup plus simple que de les cultiver. Et donc il y a des milliers de gens qui font ça. Donc les gens, en particulier les newcomers, il faut savoir que souvent, c'est Karl Popper qui dit ça, les révolutions scientifiques, elles viennent soit des jeunes, soit des gens qui ont changé de thème. Mais quand vous êtes dans un thème depuis un certain temps, vous devenez incapable de découvrir quoi que ce soit. C'est juste une question de temps. Vous devenez prisonnier encore plus si vous allez dans les congrès, la chose comme ça. Vous êtes prisonnier d'une culture et d'une sous-culture qui vous empêche de voir les nouveautés. Vous commencez à faire partie du club. Quand vous faites partie du club, vous êtes mort. Vous ne pouvez plus découvrir. Vous glissez de petites améliorations en petites améliorations, mais vous ne pouvez plus découvrir. Donc, par rapport... Et donc, la métagénomique, on est par défi, simplement, à dire, il nous ennuie, on va montrer que ça fait aussi bien la culture, et donc parce que ici, on avait développé, la première chose qu'on a développée ici dans les années 80, c'est la culture des bactéries fastidieuses, des intracellulaires. Ensuite, le travail le plus cité d'identification des bactéries par le 16S-RDNA, c'est un papier qu'on a fait avec Michel, qui est extrêmement cité, je ne sais pas combien, 500 fois. Ensuite, le Malditov, qu'on a utilisé la première fois ici en routine, et donc à chaque fois, on a essayé d'utiliser les outils pour faire la microbiologie clinique. Et ça a amené ça à la culture Omix, qu'on a commencé, et j'ai commencé au départ avec 3 étudiants en master. Il y avait Jean-Christophe, Mathieu et Perrine Yvon, 3 étudiants successifs en master, et donc on a foutu une panique dans la culture, par la culture Omix. Voilà, ça c'est le papier de synthèse qu'on a fait, donc on prend les milieux, on les échantillonne, et puis on identifie par Malditov. Si on sait ce que c'est, ça va. Si on ne sait pas ce que c'est, on se séquence. Avant, on faisait le 16S, en réalité, maintenant on fait directement le génome, et donc on a augmenté ça. Et donc le pari que j'avais fait, c'était... Tout le monde m'énervait avec la métagénomique en disant, regardez, il y a plein de bactéries incultivables, et donc on a 80% des bactéries qui sont incultivables, et donc la culture est complètement dépassée. Nous, notre pari, c'était de dire, il y a autant de bactéries cultivées qui ne sont pas détectées par la métagénomique que de bactéries trouvées, non retrouvées par la culture, retrouvées par la métagénomique. Et ça, c'est le résultat du premier travail avec ces 3 étudiants. Vous voyez qu'en réalité, il n'y a que 15% de bactéries qui sont en commun entre la culture omique et le métagénomique. Donc vous voyez bien que c'est une question d'éclairage.
Ce n'est pas une question de réalité, c'est deux réalités différentes. Et en fonction de la manière dont vous les regardez, vous ne voyez pas la même chose si vous faites de la culture ou si vous faites du pyroséquençage. Et vous ne pouvez pas dire que c'est le pyroséquençage qui a raison, comme vous ne pouvez pas dire que c'était la culture qui a raison. Ni l'un ni l'autre n'ont raison. C'est deux choses qui sont ou complémentaires ou qui représentent des mondes différents. Voilà. Et là, c'est pareil, ce que vous voyez représenté ici, c'est la diversité du pyroséquençage, de la culture, et puis ce qu'il y a en commun. Et donc ici, effectivement, ensuite le deuxième pari, c'était de montrer que c'était ça, le deuxième pari, c'était d'avoir plus de bactéries ici, découvertes ici, que dans tout le reste du monde réuni depuis le début de la microbiologie. Donc ce qui était un peu paranoïaque comme projet, mais enfin ça a marché. Et donc on est passé de 690 quand on a commencé à 1525 en rajoutant tout ça qu'on a trouvé ici. Donc vous voyez qu'en changeant d'outil, on peut changer les choses de manière brutale. C'est pas marginal, c'est brutal. On peut arriver à avoir 2 fois plus qu'avant. La deuxième chose, c'est la définition de la taille. Alors, la définition de la taille, c'est Pasteur aussi, donc c'est 0,20. Et d'ailleurs, une des autres définitions grâce à laquelle on a beaucoup avancé, c'est Pasteur aussi qui a défini les anaérobies, c'est-à-dire les bactéries qui ne poussent que quand il n'y a pas d'oxygène. Et nous, on a démontré ici que, en réalité, c'est pas qu'elles poussaient parce qu'elles étaient anaérobies, c'est qu'elles étaient aéro-intolérantes, elles ne supportent pas l'oxygène. Et donc, si vous leur donnez un protecteur d'oxygène, elles pousseraient bien en présence d'oxygène. Donc elles ne sont pas anaérobies, elles sont aéro-intolérantes. Ce qui est très différent. C'était là aussi une définition du XIXe siècle. La taille, c'est une définition du XIXe siècle aussi. Et donc ça a empêché, y compris dans les travaux les plus modernes de métagénomie, ça a empêché la découverte des virus géants. Parce que les gens qui faisaient du virome, et le leader de ça, c'est Forrest Hauer, qui est bien sûr extrêmement intelligent, qui a inventé ça, eh bien, la première étape, et Craig Venter avait fait ça aussi, la première étape, c'est la filtration. Et donc, si vous filtrez, eh bien, ça veut dire que s'il y a des virus qui font plus de 0,2, par définition, vous dites qu'ils n'existent pas. Donc, la théorie vous impose qu'il n'y a pas de virus plus gros que 0,2. Et bien sûr, c'est une opinion qui date du 19e siècle. C'est pas vrai. Et donc, en réalité, c'est de ça ça venait. Virus, c'était poison. Ça, c'est un truc qu'on a fait récemment avec Philippe Colson. Virus, ça veut dire virulent, ça veut dire poison. Ça veut dire qu'au départ, on ne pensait qu'aux virus qui rendaient malade. Que ce soit les plantes, tout ça, les bactéries, les virus qui ne rendaient pas malade n'avaient pas de place dans la définition de violence. Ensuite, c'est ce qui est contagieux mais non visible, comme la rage, par exemple. On n'avait pas le virus, mais on voyait que c'était truc. Et ensuite, on appelait ça ultravirus, inframicrobes, small microbes. Et au départ, ce qui est une des raisons pour lesquelles je ne me sens pas impressionné par les virus ni par les bactéries, il y avait des bactéries intracellulaires strictes qui étaient rangées avec les virus. On disait les Rickettsia calamiteas avec les virus. Parce que c'est intracellulaire. Et parce que c'est petit. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous, en tout cas moi je n'ai pas eu de problème pour travailler avec les virus géants, parce qu'au départ on les prenait pour des bactéries intracellulaires. Les gens pensaient que c'était légionnaire intracellulaire. Et donc les éléments qui définiraient théoriquement un virus, c'est qu'ils ont une phase d'éclipse, ils disparaissent, décapsidés, et puis ils s'intègrent, ou ils sont reproduits par leur hôte, et puis d'un coup on les voit apparaître dans le truc. Donc ça c'est une revue qu'on a faite récemment. Vous voyez que Mimivirus, au tout début, j'avais comparé Mimivirus avec la taille des bactéries sur lesquelles on travaillait en même temps. Vous voyez que pour nous, ce n'était pas différent. C'était la même taille qu'une Rickettsia, que Coxiella, ou que Trophema ou Eplei. Donc on n'avait pas de raison de voir les virus géants autrement que ce qu'on avait vu les microbes. Donc on n'était pas des virologues. Et d'ailleurs, j'ai évité, je crois, une seule fois dans un congrès de virologie, mais je ne veux pas qu'ils me polluent avec leurs idées. Ouais. Donc je continuais à penser de manière autonome, et donc je ne veux pas les croire. Voilà. Je ne les crois pas parce que je sais qu'ils se trompent. Voilà. Et donc ça, c'est la taille maintenant des virus qui ont été trouvés, la taille de leur génome. Le plus gros, c'est pas nous qui l'avons trouvé d'abord, après Bernard a trouvé d'autres, mais c'est l'équipe de Clavin. Et donc, voilà la taille, la taille du génome qui est à peu près, en général, à peu près proportionnée, qui est une taille de génome qui est plus grande que celle de nombreuses bactéries, qui est la même taille que celle d'un eucaryote, qui est la même taille, plus grosse que certaines archées. Donc, le génome, il n'y a pas une différence radicale dans le génome. Donc, il n'y a pas une limite que vous pouvez définir entre les virus et les autres. C'est pas vrai. On reviendra dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura si on essaie de faire un truc avec Philippe Colson? C'est ils sont aussi complexes que les bactéries, plus de 100 protéines, des ARN messagers. Tout ce qu'on vous a appris sur les virus ADN et ARN, c'est pas vrai. Bien sûr, eux, ils ont un énorme génome ADN et puis ils sont pleins d'ARN. Donc, tant qu'on continue, à apprendre ça, je vous assure.
continuent à apprendre ça. Les plus jeunes, on leur a appris ça. Il y a les virus à ADN, ARN, tous les livres font les virus à ADN. C'est pas bon. C'est dépassé. Mais il faut du temps pour que la théorie, l'enseignement, ensuite la taille géante, ils ont un spectre plus large que les petits virus. Ils ont une capacité d'infecter plus de cellules que les petits virus, qui sont très trucs. Ils ont une origine phylétique connue, on va voir, ils ont des gènes dont on peut retracer une partie de l'histoire, comme l'ARN 16S pour les autres, monophylétiques, et ils ont, dès que vous avez une taille suffisante, vous avez des parasites. Alors, comme les tout petits, ils disent, si vous avez un truc le plus petit de toutes les bestioles qui sont capables de vous infecter, c'est les viroïdes, ça fait entre 200 et 400 bases. Alors, pour trouver un parasite qui rentre dans les 200 400 bases, non, c'est un parasite qui fait 3 bases. Donc, mais tous les autres, dès que vous grandissez, bon, vous avez parasites. Il faut le savoir, c'est comme ça, c'est la nature qui est comme ça. Dès que vous offrez suffisamment à consommer, vous pouvez être parasité. Et donc, ça, c'est les méga virales. Moi, j'appelle ça les trucs, c'est-à-dire les Thing Resisting Incomplete Classification, pour trouver une place dans les microbes, pour les virus géants, qu'on ne sait pas comment appeler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les virus géants? Là, on avait comparé avec un travail qui a été fait par Pauline. Ça, non, pardon, c'est dans notre travail à nous, si on compare Mimivirus avec ce qui était la plus petite archée à cette époque-là, une des plus petites bactéries, et puis le plus petit eucaryote séquencé, vous regardez, il n'y a pas de différence bien notable. Il n'y en a qu'une, c'est sur la traduction. Et bien entendu, on va voir après, c'est le ribosome. Voilà. Donc, si vous prenez n'importe quel autre paramètre, vous pouvez les classer. Et si vous décidez que vous classez le monde sur le ribosome, comme elles n'ont pas le ribosome, ben, vous ne pouvez pas les classer. Mais c'est un a priori, c'est une opinion. Ça ne témoigne pas d'une réalité biologique qui veut dire on va classer les bestioles avec les ribosomes. Et ça tombe bien, c'est ce travail de Kounine, qui dit qu'est-ce qu'il y a de commun en réalité entre les archées, les bactéries et les eucaryotes. Eh bien, en réalité, c'est la traduction, un peu de transcription, la RNA polymérase, un peu de réparation, la DNA polymérase et la topoisomérase. D'accord ? Et donc, on va voir que dans les virus, on retrouve à peu près tout, sauf les protéines ribosomales. Donc, vous n'avez pas le ribosome. Voilà. Mais le reste, aussi bien les facteurs de traduction que la RNA polymérase, que la DNA polymérase, que la topoisomérase, on va retrouver ça dans la virus. Donc, ce qui n'y est pas, c'est le ribosome. Voilà. Et donc, ça, c'est un travail qu'on avait fait en prenant les gènes différents de ceux du ribosome, donc les gènes très anciens. Eh bien, il y a 4 enzymes qui sont isolés, qui sont associés à la réplication de l'ADN. On retrouve les 4 chez tous les virus géants. Et quand on fait des arbres avec ça, eh bien, même si les arbres sont toujours contestables sur des gènes qui sont extrêmement conservés de faire leur fonction, ben vous avez 4 branches, un arbre 4 branches. Est-ce que c'est 4 domaines, 4 trucs? Je ne sais rien du tout, mais en tout cas, il y a 4 branches. Et si vous regardez, il y a au moins 4 gènes qui ont exactement la même topologie. C'est probablement vrai. Ça, c'est le dernier qui a été trouvé par Jonatas Abramo, qui a été publié récemment avec Bernard Lascola. Vous voyez, c'est le plus long, celui-là, des virus. Et il a pratiquement un appareil complet de traduction par le ribosome. Mais il a tout le reste. Comment il fait ça? À quoi il sert? En étant parasite, strictement. Il doit détourner entièrement la machinerie de traduction pour son propre profit. Mais c'est étrange, vous voyez. Ça, c'est tous les gènes qui sont associés à la traduction. Il en a plus qu'un grand nombre de bactéries. Un grand nombre de bactéries qui n'ont pas la panoplie complète de l'appareil de traduction. Et lui, il a tout entière, sauf le ribosome. Donc c'est une chose extrêmement étrange. Et donc là, vous voyez, quand vous regardez cette fois-là, non pas au microscope, au dernier microscope dessus, ça c'est la taille d'un pandoravirus au milieu des bactéries. On met ça à la même taille. Et donc si vous ne savez pas que ça existe, vous êtes incapable de le reconnaître. Si au lieu de faire des arbres, vous faites de la clusterisation, du regroupage hiérarchique, eh bien, et que vous mettez les bactéries, c'est-à-dire simplement, en particulier, la panoplie des gènes d'information, qui est quelque chose qui est relativement stable, et que vous comparez, eh bien, de manière très surprenante, vous voyez qu'on peut séparer aussi les bactéries, les archées, les virus géants et les eucaryotes. Donc il y a bien 4 manières de vivre. Ça, ce que ça traduit, c'est la manière de vivre. C'est l'art de vivre. Les microbes, il y a bien 4 arts de vivre qui correspondent à une divergence relativement ancienne sur les gènes qui ont été conservés, qu'on retrouve. Alors, qu'est-ce que c'est que les virus géants? Est-ce qu'ils sont de même nature que les virus? Nous, on pense que non, parce qu'il y a un saut quantique. C'est-à-dire qu'on pense que quand vous n'avez pas quelque chose de linéaire, mais quelque chose de brutal qui se passe, c'est que vous êtes dans une nature différente.
que donc vous devez qualifier ça comme une nature différente parce qu'il n'y a pas de forme de transition. Et donc on pense, vous voyez, ça c'est la taille des génomes, vous voyez que il se passe quelque chose d'abord ici, pof, c'est le début des virus géants, et ici, et donc cette partie-là, c'est une partie pour laquelle il n'y a pas d'intermédiaire et qui témoigne de phénomènes biologiques différents. Initiaux. C'est pas par là. C'est pas des sacs de gènes qui sont remplis progressivement, sinon vous aurez tous les intermédiaires et on les a pas. Donc c'est une nature différente qui va nécessiter un nom différent. Mais quand vous allez commencer à casser, quand vous essayez de commencer à casser la notion même de virus, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc ça c'est si on compare, si vous voulez, la composition par la protéomique. Maintenant, par l'étude des motifs protéomiques, ça c'est Caetano qui a fait ça, eh bien, au lieu de regarder, vous savez, dans le niveau d'information que vous pouvez utiliser, l'ARN, c'est un niveau d'information qui ne vous permet pas d'aller loin, ça vous permet de voir que les phénomènes sont très récents. L'ADN, c'est un peu mieux. Si vous transformez le code en protéines, en protéomique virtuelle, c'est un peu mieux. C'est mieux conservé parce que c'est que le troisième codon peut être variable. Et si vous voulez aller plus loin, vous ne pouvez pas reconnaître de la protéine, sauf si vous regardez les structures. Et parfois, vous avez des structures qui sont conservées, alors que vous ne pouvez plus les lire sur la lecture du code génétique. Et donc, lui a fait un travail de plusieurs années dans lequel il a collectionné tous les motifs. C'est quelque chose que je voulais faire il y a 15 ans. C'était avec Cambio, puis il n'a pas voulu, on n'a pas fait, donc c'est lui qui l'a fait. Donc, de faire de la phylogénie, non pas basée sur les séquences, mais sur les structures. Et donc, ce qu'il fait là, c'était indépendant de nous. Après, on a commencé à travailler avec lui. Vous voyez, il a les bactéries, les eucaryotes, les archées, et tout ce groupe-là, qui est à part, qui sont les mégavirales, qui correspondent donc à des structures qui sont regroupées d'une manière qui est différente. Et après, vous avez tout ce monde gigantesque des virus, depuis des tout petits jusqu'aux grands. Donc ça clusterise d'une manière différente, là aussi, si vous regardez les motifs des protéines qu'ils ont actuellement. Maintenant, alors donc, il y a des trucs qui font plus de 0,2 et qui n'ont pas de 16S. Mais il y a aussi maintenant l'inverse, celles qui ont un 16S, mais moins de 0,2 microns. Alors ça, c'est un monde nouveau qui est en train d'exploser. On va voir, c'est pas sûr, leur situation est un peu complexe. Mais en tout cas, ça a commencé à être travaillé. Le premier papier vraiment signifiant, c'est un papier de Nature 2015, par Brown, et il dit qu'il y a jusqu'à 15% de ce qu'on identifie comme des bactéries en réalité qui font partie d'un groupe. Et quand vous regardez dans les environnements, vous avez jusqu'à 50%. Quand vous regardez dans la bouche, vous avez une bouche un peu pourrie, là, des pathologies gingivales, il y a plus de 50% de ce que vous avez dans la bouche qui sont de ces bactéries qui ne sont pas visibles au microscope. D'accord ? Donc c'est un monde entier à côté duquel on est passé, qui représente quand même 15 à 30% du monde du vivant. Hein. Ensuite, du coup, il regarde avec ça, il regarde l'arbre de la vie, comme il appelle, parce que je ne suis pas d'accord avec l'arbre de la vie. Donc c'est ces microbes-là, ouais, tout petits, ouais, ces microbes. Et donc, il publie ça, là aussi, c'est Nature Microbiologie, 2016, et donc ce monde-là, c'est ça, c'est ce qu'ils vont appeler les CPR, les candidats d'une radiation d'un phylum différente. D'accord ? Petit et avec un 16S qui est ici différent. Et ici, vous avez du coup, comme à chaque fois, il faut se méfier des théories, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose dans les arbres, vous changez la topologie de l'arbre. Du coup, dans la topologie de l'arbre, là, vous voyez que les archées et les eucaryotes sont regroupés de manière très brutale ici. Alors qu'avant, ils étaient, vous voyez, dans la figure que je vous ai montrée. Il n'y a pas de vérité établie. Les arbres sont ce qu'ils sont. J'en reparlerai. Mais ça est fait avec toutes les protéines ribosomales. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on est concerné, nous, en médecine? La réponse est oui. On sait où on regarde, c'est comme les virus géants. On a trouvé les séquences de virus géants, on a trouvé des virus géants. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on regarde? Vous voyez, c'est 2017. Ben oui, on en trouve. Et puis, du coup, ça se cultive. Donc, vous voyez, il y en a une qui a été cultivée. Ils sont considérés comme des exosymbiontes, c'est-à-dire ces symbiontes qui vivent à la surface de bactéries. C'est ce qu'on connaît mieux pour l'instant. Ils ont des tout petits génomes, très, très petits. Ils n'ont pratiquement plus aucun pathway des voies métaboliques, qui pompent probablement sur le truc. Mais il y a eu aussi une culture qui a été faite
en milieu acénique à condition de la supplémenter. On est en train d'essayer de faire ça. Et vous voyez, ici, dans le mégagut, là, sur lequel on travaille beaucoup, c'est-à-dire le tube des prélèvements de sel du tube digestif de volontaire, vous voyez qu'on les retrouve. Et dans un de nos prélèvements, on a 7%. On était en train de faire la carte avec un nouvel outil, ce que moi j'appelle la microscopie, c'est-à-dire on regarde toutes les formes qu'on trouve. On a trouvé 32 formes différentes de microbes dans les selles. Et une des formes, la numéro 32, c'est celle-là. Et il y a un de nos porteurs qui en a 7% de son microbiome. C'est quelque chose qu'on ne cherchait jamais. On ne savait pas que c'était là. C'est quelque chose qui est étonnant. Et donc maintenant, si vous regardez avec la définition de Woose et de Cédillo, ça c'est Philippe Colson qui vient de me la faire, je le remercie. C'est moi, donc ces choses-là, j'appelle ça des mini-microbes. Je ne sais pas ce que c'est, des mini-microbes. Donc on verra le nom qui restera de ça. Ils sont en train de tous se battre, moi je m'en fous, mais pour l'instant il faut bien que je lui donne un nom, on appelle ça des mini-microbes. Les bactéries, les archées, les eucaryotes, ils ont à la fois un ribosome et ils sont visibles. Les mégavirales n'ont pas de ribosome et ils sont visibles. Et puis il y a des virus, stricto sensu, qui ne sont pas visibles au microscope et qui n'ont pas de ribosome. Pour l'instant, c'est ça que je pense. Et puis, on verra. Mais, y compris dans la définition de l'espèce, il faut faire attention. Par exemple, à Kermansiac, on a regardé ce qu'on appelle une espèce. Ce n'est pas du tout une espèce comme les animaux ou les plantes. Une espèce a une variabilité. La définition des espèces, ça correspond probablement à l'état de divergence de tous les mammifères. Donc quand vous parlez des chapolines, il y a probablement plus de variabilité dans les chapolines que dans tous les mammifères. Donc les définitions qu'on a actuellement d'espèces sont toutes fausses. C'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. Alors Darwin et sa théorie, alors Darwin, moi je ne suis pas d'accord avec l'arbre de Darwin, parce que ça je sais que c'est vrai, et ça je sais que c'est pas vrai. Voilà. Donc ce qui est vrai, c'est si vous faites vous votre arbre généalogique, ce que vous regardez, c'est papa, maman. On peut se tromper, parce que des fois, le papa, c'est pas le vrai papa. Il y a des... Mais a priori, dans un passé récent, c'était vrai 9 fois sur 10. Maintenant qu'on peut contrôler, en plus avec la génétique, la proportion a peut-être augmenté. Mais enfin, en tout cas, lui-même, le papa, il avait un papa et une maman, puis il y avait un papa et une maman, et donc vous voyez qu'un arbre, c'est divergent. Si vous cherchez vos ancêtres, c'est divergent. Alors il y aura des regroupements, vous allez voir, lui, en réalité, de temps en temps, ils sont mariés entre cousins ou entre cousins éloignés, mais c'est divergent. Et donc l'idée de Darwin est un arbre complètement à l'envers, qui part d'une origine unique, le last common ancestor, qui diverge. Et ça, c'est la Bible. C'est Adam et Ève. C'est la Bible. C'est Adam, on lui prend une côte, ça fait Ève, après il ovule, ils font des petits, et puis ça fait le monde. Et c'est pas vrai. C'est une légende intéressante. Mais si vous allez chez les Chinois ou chez les Indiens, ils pensent complètement différemment. Donc c'est une théorie judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne et musulmane. Les musulmans pensent un peu comme ça aussi. Donc c'est une théorie qui est basée sur le monde périméditerranéen qui pense ça. Mais ça représente une théorie qui est sociale, qui ne représente pas la réalité. D'accord ? Et c'était une théorie qui était d'autant plus prégnante que cette théorie allait jusqu'à... Et pour comprendre à quel point Darwin était vraiment... se tromper, était un mauvais scientifique, il faut lire l'origine de l'homme. Ne riez pas. Si vous lisez l'origine de l'homme, vous serez sidéré, parce qu'il fait des théories, ce sont des théories qui ont généré tout qui étaient en accord avec tout le racisme de l'époque du XIXe siècle, où il se pose la question de savoir si les Africains sont fertiles quand ils se marient avec des Européens, et surtout si leur descendance est fertile, ou si elle n'est pas fertile, comme celle des mulets. Donc, si vous voulez, les interrogations de cette nature-là, à la fin du XIXe siècle, si vous voulez, ça veut dire qu'il a une connaissance générale qui était relativement faible. Parce qu'il y avait longtemps que ça se faisait depuis longtemps. Donc, c'est assez intéressant de voir que ça supportait une vision du monde, c'était une théorie qui était fille du temps, et fille du temps en Angleterre. D'accord ? Donc, c'est pas autre chose qu'un témoin biblique, si vous voulez, qui était, il voyait les races, lui, comme dans la Bible, vous savez, Sem, Cham et Japhet, et donc il y en a un qui doit être l'esclave des deux autres, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est une vision qui est une vision religieuse. À partir de cette théorie de l'évolution, les deux grandes théories, c'est la théorie de la Reine Rouge et puis la théorie du fou du roi. Alors, la théorie de la Reine Rouge, il y a une compétition permanente entre les uns et les autres, qui fait que si vous ne vous adaptez pas en permanence à la situation, eh bien vous disparaissez. Et la théorie du fou du roi, c'est que l'évolution fait n'importe quoi. Voilà. C'est les deux théories les plus majeures. Je reconnais que je crois plus ça que ça. Je crois que ça marche de manière extrêmement ponctuelle, pour une raison, alors ça c'est une théorie à moi, c'est celle du croquet d'Alice, qui est qu'en réalité, on ne sait jamais à quoi on s'adapte, parce que les partenaires
de l'environnement, de l'écosystème sont tellement différents les uns des autres qu'il est impossible de comprendre à quoi ils s'adaptent. Donc quand vous avez des éléments simples qui sont binaires, éventuellement vous pouvez comprendre, et même ça, avec Philippe Gautret, il est là Philippe Gautret, non? On vient de recevoir un papier où le type nous demande un commentaire de, je sais pas quoi, l'ancêtre Panettri, où c'est la première fois qu'il montre qu'il n'y a aucune connexion dans le monde entre la résistance aux antibiotiques et la consommation d'antibiotiques. C'est pas vrai. Et pourtant, il y a quelque chose qui apparaissait comme simple. Et nous, effectivement, on trouvait des bêta-lactamases dans les antibiotiques. Maintenant, on sait qu'il y a des insectes qui sécrètent des antibiotiques. On sait que les bêta-lactamases, nous, on a 19 bêta-lactamases dans notre génome. Et donc, la simplification et plus d'antibiotiques, plus de trucs, ben, c'est pas vrai, même à des méga-échelles, alors qu'ils voulaient démontrer ça. Même à des méga-échelles, c'est pas vrai. Il y a même c'est assez extraordinaire, il y a une corrélation inverse. Et après, il explique en disant, en réalité, c'est parce que ceux qui ont plus d'antibiotiques sont plus riches, ils ont une meilleure gestion, ils ont plus de médecins, et donc c'est moins d'antibiotiques sur le comptoir, la prescription est plus ciblée, ce qui est possible, mais en tout cas, ça n'est pas relié au volume de consommation. C'est pas vrai. Donc ça veut dire, ça c'est ma copine Alice qui dit ça, elle dit, si vous voulez jouer au croquet, vous avez Alice, vous avez comme bâton, vous avez un flamant rose qui fait un peu ce qui lui passe dans la tête, alors il tourne la tête d'un côté de l'autre, et comme boule, vous avez un hérisson. Si vous voulez, le hérisson, il fait aussi ce qu'il veut. Si vous arrivez à envoyer ça sous le croquet, vous êtes fort. En réalité, ça ne marche jamais. Parce qu'il y a trois vivants très différents, chacun a sa manière de voir le monde, et que, avant de réussir à prédire ce qui va se passer comme résultat des trois, il faut être très fort. Et donc, ça, c'est un papier qu'on avait fait avec Vicky sur la vision d'évolution qu'on a qui est faite de catastrophes. En réalité, la plupart des sélections qu'on connaît ont été faites par des catastrophes. Catastrophe qui liquide et qui fait ce qu'on appelle un bottleneck, ici, vous voyez, c'est-à-dire une restriction d'hétérogénéité, et ça repart en partie. On sait que c'est vrai, y compris chez les humains, c'est très étudié en Amérique sur la population américaine. Et puis les échanges des séquences dont je vais reparler, la création de gènes. Il y a des gènes qu'on appelle des gènes orphelins, tout ça, ils sont nouveaux. Puis d'autres très anciens, et puis comment la microbio-génomique challenge Darwin. Alors, une des manières de le faire, j'adore représenter ça, le rhizome, j'ai présenté ça la première fois en 2010, en disant, voyez, ce qu'on voit, nous, c'est la surface des choses. On ne voit rien, il n'y a rien d'archaïque. Tout ce qu'on voit maintenant, c'est actuel. Et donc, c'est composé de séquences dont certaines sont majoritairement reliées à ce qu'on appelle aux ancêtres de ce que l'on trouve dans les eucaryotes, d'autres des prokaryotes, d'autres parmi les prokaryotes, des archées, des bactéries, maintenant, des CPR. Et puis il y a des gènes de novo, dont on ne sait pas d'où ils viennent. Et puis il y a des gènes viraux qui se baladent de l'un et l'autre. Et la résultante, vous voyez là, un champignon, un organisme, qui est un mélange de ces gènes avec une proportion différente en fonction des organismes. Et ça a été l'objet d'un grand débat quand des gens ont dit on a trouvé enfin un organisme qui est intermédiaire entre les archées et les eucaryotes, parce qu'il avait autant de gènes de l'un que de l'autre. Et donc ça voulait dire que c'était, toujours dans la vision ancestrale, l'ancêtre des uns et des autres. Mais ce n'est pas ma vision à moi, qui est une vision rhizomale. Et donc voilà, par exemple, ici, le rhizome de Tupanvirus. Maintenant, il y a une représentation du rhizome. Et donc, vous voyez que Tupanvirus, il a des gènes qui sont reliés à des virus connus, qui lui sont uniques, d'autres qui sont reliés à des archées, des eucaryotes ou des bactéries, et que donc, il a un rhizome, il a une panoplie, il a une mosaïque de gènes qui ne témoignent pas d'une origine unique. Et c'est vrai pour tout, on le verra. Ici, et donc, c'était le Loki Archaeota, celle qui avait été présentée dans la nature comme étant l'ancêtre des archées et des eucaryotes. Et vous voyez, ça, c'est des gènes qui lui sont spécifiques à elle. Vous voyez, effectivement, il y a ça des archées, ça des eucaryotes, et ça des bactéries, et ça des virus. Et donc, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est l'ancêtre des autres. Au contraire, c'est un descendant de choses qui sont là. C'est l'arbre, il ne faut pas le voir à l'envers. C'est ce que vous voyez maintenant. Vous pouvez essayer de trouver plus ou moins ses ancêtres, mais vous ne pouvez pas dire qu'il y avait un ancêtre commun à tout ça. Sinon, vous vous rendez compte, pour avoir tous les gènes du monde, c'est une énorme boule de gènes là, qui aurait explosé, donné tout ça, c'est le Big Bang. Voilà. Et donc là, on avait regardé sur d'autres, en particulier Encéphalitozoon, qui est un eucaryote, Methanobacillococcus, qui est une bactérie qui avait été trouvée ici par Michel avec les gens de Lumini, et Rickettsia, qui est une rickettsie. Et si vous regardez, eh bien voilà, toutes ont un rhizome qui est composé de gènes d'origine différente. On a regardé au niveau des mitochondries aussi, parce que les gens qui refusaient l'idée qui restaient sur l'idée de l'arbre avec une origine unique,
disait, non, il y a une exception qu'on connaît depuis les années 30, c'est la mitochondrie. La mitochondrie, on sait que c'est d'origine bactérienne, c'est ça qui fait la respiration bactérienne, et il est probable que les eucaryotes n'ont pu vivre qu'avec la présence des mitochondries, parce que c'est là qu'est l'échelle de respiration. Et donc, on dit très bien, les mitochondries sont à une origine unique, mais nous, quand on a regardé en réalité les mitochondries sont toutes des mosaïques d'origine différente. Donc, il n'y a pas eu un événement. Il y a eu plusieurs événements, avec ensuite du métissage avec les bactéries de passage, en particulier les bactéries intracellulaires. Et en plus, les mitochondries nous donnent une idée de l'âge des eucaryotes, c'est-à-dire qu'il est vraisemblable qu'il ne pouvait pas y avoir d'eucaryotes qui soient plus vieux qu'1 milliard d'années. Ça n'existait pas avant. Vous ne pouvez pas. Parce que simplement, les rickettsia, cet embranchement-là, n'existait pas. Donc quand on fait un arbre d'origine dans lequel il y a les eucaryotes, on ne peut pas le dire en réalité, puisque les eucaryotes actuellement, c'est un mélange de mitochondries et de quelque chose qui était là. Et ce quelque chose qui était là, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Les gens appellent ça les proto-eucaryotes, mais tant qu'il n'y avait pas de mitochondries, il n'y avait pas d'eucaryotes. Et donc, si vous commencez à voir, avec l'aide de Colson, pour un peu complexifier les choses, vous voyez l'image du monde telle qu'on peut la représenter maintenant. Donc, c'est un dessin dont Philippe revendique la propriété, je le comprends. Alors, le transfert latéral des gènes. Alors, dites, très bien, vous nous expliquez que c'est le transfert latéral des gènes. Pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout au transfert latéral des gènes. Non, c'est une bêtise. C'est une vision humaine, encore une fois, biaisée par votre point de vue. Il n'y a pas un microbe qui dit à l'autre, tiens, si tu veux, je te donne un gène. C'est complètement idiot. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas croire une chose pareille. Ce qui se passe, ça aussi c'est un travail qu'on a fait avec Vicky il y a un certain temps, en comparant, on avait deux bactéries qui vivent en sympatrie, qui vivent ensemble, dans la même niche écologique. Alors ça c'est très intéressant parce que du coup, comme ils sont probablement depuis un certain temps, on peut voir les échanges. On prend le génome de l'un, le génome de l'autre, et on regarde ce qui se passe. C'est échangé, et donc ça c'est Rickettsia felis et Rickettsia typhi. Et donc on sait que la plupart des gènes de Rickettsia felis d'origine viennent d'un groupe qu'on trouve dans les tiques, mais pas dans les puces. Et puis il y a une Rickettsia qui vit dans les puces, Rickettsia typhi. Et Rickettsia felis s'est mise à vivre dans les puces. Et donc on peut tester l'hypothèse qu'ils ont échangé des séquences de manière beaucoup plus fine que ce qu'on fait d'habitude. Et ce que vous voyez, c'est les séquences échangées, là. Et les séquences échangées, vous voyez qu'on n'échange jamais de gènes, on échange des séquences. Et les séquences qu'on échange, c'est plus elles sont petites, plus on en échange. Donc ici, vous voyez, on échange une quantité de tout petits morceaux de séquences. Et ici, vous pouvez échanger un morceau dans lequel il y a 3 gènes à la fois. Ensuite, ce qui restera, ça viendra du tri génétique. Les gènes qui servent à rien, ils sont rapidement éliminés, parce que c'est trop lourd à porter des gènes qui servent à rien. Ils sont très rapidement éliminés. Ça, c'est un phénomène qui est quasi lamarckien, c'est ce qui n'est pas exprimé est éliminé. Donc c'est un phénomène très important. Et donc vous voyez, il n'y a pas d'échange de gènes, il y a des échanges de séquences. Et parfois, on garde un gène. Parfois, et maintenant, si vous regardez la composition des gènes, vous êtes surpris de voir. Donc ça, c'est du coup, quand on a fait le rhizome de Rickettsia felis, avec le rhizome de Felis, il devient extrêmement complexe, extrêmement compliqué. Mais du coup, quand vous regardez, là, c'est un travail qu'on a fait avec Anthony, avec Philippe, surtout c'est Anthony qui a fait ce travail, vous voyez, c'est que quand vous regardez au niveau d'un gène, là aussi, vous faites un rhizome. D'accord ? Et donc, il ne faut pas prendre la valeur moyenne. Là, on était en désaccord parce qu'ils avaient publié ça en disant la preuve, c'est qu'il n'y a pas d'appareil de traduction, c'est que ça, c'est majoritairement bactérien. Mais majoritairement bactérien, ça ne veut pas dire que c'est bactérien. Donc, ce que vous faites, c'est de la démocratie informatique, c'est-à-dire que vous dites, puisque c'est le premier, c'est lui, mais ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'on a fait, je crois que c'est la première fois qu'on le faisait, on a fait ça avec Anthony, c'est qu'on a découpé par bout le gène et on a regardé, cette fois-là, avec quelle séquence ça blastait le mieux. Et donc, ça ne vous donne plus du tout le même tableau, puisque au lieu d'avoir une seule réponse pour l'ensemble du gène, vous avez une réponse pour chacun des bouts que vous avez testés. D'accord ? Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'un certain nombre de gènes ont une origine qui est aussi multiple, et que donc ils ont un rhizome, et non pas, ils ne viennent pas, même si parce qu'il y a eu des recombinaisons de séquences, et des bouts de séquences sont arrivés, qui se sont intégrés, qui ont remplacé la séquence qui avait à la place, et donc vous avez, c'est un mélange de séquences. Et donc, mimivirus, ici, vous avez le rhizome qui est basé sur les gènes, et ici, vous avez le rhizome qui est basé sur des fragments, ça c'est Philippe qui a fait ça avec son étudiant, de 200 paires de bases, 200 bases, et vous voyez que vous ne voyez plus la même chose. Donc, encore une fois, ça dépend de l'outil que vous utilisez. Vous voyez que là, il y a beaucoup plus d'orphanes ici. En réalité, il y a beaucoup
plus de séquences qui viennent d'on ne sait où, d'accord, que ce qu'on regarde ici. Vous voyez. Donc c'est assez, ça donne un tableau qui est différent de celui-là. Il y a moins d'eucaryotes, il y a plus. Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous avez changé la manière de l'observer. Vous avez détruit l'idée du transfert latéral de gènes pour regarder le transfert latéral de séquences. Vous voyez un truc qui n'a plus rien à voir. Enfin, qui a un peu à voir. Et alors ça, c'est encore bien pire. Ça, c'est un travail qu'on a essayé de faire avec Anthony. C'est que ça existe aussi au niveau du CESS. Alors quand même, tout ce qu'on fait dans la métagénomique, tout ce qu'on fait dans l'identification avec c'est basé sur le CESS. Donc c'est basé sur une idée qui est une idée religieuse, que le CESS, lui, est pérenne. Et que donc tous les changements du CESS, c'est juste des changements, juste des mutations. Mais non, il y a des échanges. D'accord. Nous, on le savait parce qu'il y a un exemple magnifique qui est celui de Bartholin-Ncélé, où il y a deux génotypes basés sur le CESS, et parfois, il y a un génotype qui vient avec une composition de gènes du type 1, par exemple, et d'autres qui ont l'autre génotype, et le génotype, donc 80% de la séquence A qui a le génotype 1, 80% de la séquence B qui a le génotype 2, mais 20% du génotype 1 qui ont le génotype 2, et puis après, ce qu'on a découvert récemment, c'est qu'il y en avait qui avaient les deux. Donc comment on les classe? Ça fait 20 bases de différence qu'on a. Hein. Comment on les classe? Ça veut dire que le CESS c'est un outil approximatif. Ça ne veut pas dire que rien n'est nul. Ça veut dire que simplement c'est juste, on aperçoit juste une partie du monde en utilisant cet outil-là. Et donc, eh bien, quand on regarde là, ça c'est deux exemples qui m'a sorti, vous voyez que eh bien, là, c'est la séquence de cette flavobactérie, c'est un mélange de deux bactéries. Souvent, c'est des mélanges de bactéries qui sont assez proches pour pouvoir être compatibles en termes de CESS ou en termes de trucs, mais donc, vous ne pouvez pas les qualifier. Donc, ce sont des mosaïques. Alors, l'autre manière, alors ça c'est ma dernière théorie, qui vient d'Alice aussi, qui est le biscuit, qui lui dit mange-moi, mange-moi, mange-moi pour grandir. Et donc, qu'est-ce qu'elle mange, Alice, et qu'est-ce que mangent les organismes? Ils mangent des séquences, en particulier, ils mangent les séquences par cannibalisme. Ils font du cannibalisme de séquences. Et ils font du cannibalisme de séquences pour se disputer contre leurs ennemis. Donc la meilleure manière de se disputer contre les ennemis, c'est de les bouffer. On les mange, et comme ça, si vos ancêtres les mangez, vous les reconnaissez, et si vous les reconnaissez, pof, vous les c'est quand même une des découvertes les plus intéressantes de biologie dans le XXIe siècle, puisque c'est les CRISPR. Les CRISPR, c'est des opérons qui reconnaissent des séquences de virus ou de plasmides, et qui, en les reconnaissant, permettent de les accrocher comme un hameçon par hybridation, et ensuite de les découper. D'accord. Et nous, à partir du moment où on sait que ça existe, on a pensé que c'est un phénomène général, et on a trouvé effectivement Minivir, qui est l'équivalent des CRISPR chez les virus géants, qui reconnaît des séquences des virophages, et qui, en reconnaissant les séquences de virophages, peuvent ne plus être infectés par les virophages, comme les bactéries ne sont plus infectées par les bactériophages quand elles ont des CRISPR avec des séquences de bactériophages. C'est la même chose. L'autre cannibalisme, c'est le cannibalisme du koala. Alors le koala souffre depuis un peu plus longtemps que l'homme, fin du XIXe siècle, d'une épidémie équivalente au sida, due à un rétrovirus, un SIV, qui vient lui aussi des singes, qui se transmet par voie sexuelle, et on a pensé que toute la population allait être exterminée, mais il s'est trouvé que dans des populations qui sont observées dans deux zoos en Californie, à San Diego et à San Francisco, il y a une population qui est devenue entièrement résistante. Elle est devenue entièrement résistante parce que l'ARN du virus intégré sous forme d'ADN a été neutralisé et est susceptible maintenant de coloniser les cellules génitales et donc de transmettre les séquences à la progénie qui devient protégée contre l'infection par le virus du sida. Et donc c'est encore un exemple de cannibalisme des séquences, équivalent à celui de l'espère, mais avec un autre mode, c'est le cannibalisme des rétrovirus. Et quand vous savez que dans notre génome, nous, on a au moins 8% de nos séquences qui sont des séquences de rétrovirus, c'est-à-dire que ce phénomène se produit depuis extrêmement longtemps, y compris le fait que si les femmes sont capables de faire des bébés, c'est parce qu'on est infecté par un rétrovirus, parce que c'est lui qui permet de faire un placenta. Et ce n'est pas un phénomène unique, c'est un phénomène qui s'est reproduit, puisque chez les ruminants, par exemple, le rétrovirus n'est pas le même que chez nous. Donc c'est un phénomène qui a lieu à plusieurs exemplaires, et le rétrovirus s'intègre, et pourquoi, si vous regardez un peu la physiopathologie, c'est Christian qui vous truc, il y a une protéine qui s'appelle GAG qui permet de fusionner les membranes. C'est ces mêmes protéines qu'on retrouve dans le virus, le rétrovirus qu'ont les mammifères, qui leur permet de faire du placenta, par la fusion des cellules. Donc, voilà.
Et donc, un des derniers points de modification actuels qui montre qu'il n'y a pas de mutation. S'il n'y a pas que les mutations, on a fait un truc avec Segment, ça a été extrêmement difficile de faire ce papier. Mais l'idée, c'était que, en réalité, la plus petite chose qui nous infecte, c'est les viroïdes. Les viroïdes, c'est de l'ARN double brin qui a une forme de tige boucle. D'accord ? L'ARN double brin, c'est probablement la première forme de résistance de l'information. L'ARN est dégradé immédiatement. Il est probable que le monde a commencé par de l'ARN autocatalytique. Si vous voulez protéger l'ARN, il faut faire de l'ARN double brin, parce que si vous commencez à le détruire, il ne peut plus s'assembler et il disparaît. Donc il n'y a que l'ARN double brin qui reste dans l'ARN. La première sécurisation, si vous avez l'ARN simple brin, ça disparaît. Et donc, mais ça permet une variabilité sur la boucle. D'accord ? Et si vous regardez, en réalité, il y a énormément d'informations que nous avons qui vient d'ARN en forme de tige boucle. Les rétrovirus sont comme ça, les viroïdes sont comme ça. Et les viroïdes, de manière très intéressante, une partie importante des viroïdes qui affectent les plantes, il y a des maladies visibles. Il y a que chez les plantes que ça a été étudié, c'est facile. Les plantes, on voit les taches, c'est bourré de viroïdes. Et ces viroïdes sont tout petits, et beaucoup d'entre eux ont une homologie extrêmement importante avec l'ARN ribosomal. Et ça ressemble exactement aux tiges boucles que l'on voit dans l'ARN ribosomal. Donc de là, il est facile de penser que l'ARN ribosomal en réalité vient d'un assemblage de tiges boucles qui ont permis la première stabilisation de l'ARN, comme tous les ARN de transfert sont que des tiges boucles. Donc il est vraisemblable qu'une partie importante de l'évolution est passée sur l'existence de tiges boucles qui viennent s'insérer. Nous, chez les Rickettsia, c'était un mystère pendant très longtemps, on appelait ça les séquences palindromiques, qui donnent une épidémie intragénomique. C'est-à-dire que vous avez une tige boucle qui peut donner 300 exemplaires dans le génome, aussi bien dans des gènes codants que dans des zones non codantes. Donc c'est vraiment une épidémie intragénomique de tige boucle. Et donc si on classe les tiges boucles, vous voyez que là, vous avez les viroïdes qui clusterisent ici, le 23S qui clusterise avec les rétrovirus, nos repeats de Rickettsia qui clusterisent avec une partie avec les tRNA, avec le 16RSRNA. Donc il y a un monde, si vous voulez, basé sur les tiges boucles qui joue un rôle majeur dans l'évolution. Donc vous voyez qu'avec les nouveaux outils, eh bien, les définitions qui sont basées sur un seuil sont toujours, ou pratiquement toujours fausses. Il n'y a que quand vraiment vous arrivez à montrer qu'il y a un quantum leap, un saut quantique, que vous pouvez admettre qu'un seuil est important, c'est le phénomène du cliquet. Le fait que les microbes soient incultivables est faux. C'est une question de se donner les moyens de les cultiver. Et le fait de définir un génome entier ou un microbe entier sur un groupe de gènes ou sur un gène est faux, bien sûr aussi. Les nouvelles théories, la divergence d'un ancêtre unique est fausse. Il y a des nouveaux gènes, il y a des nouvelles séquences qui apparaissent, et puis il y a des remaniements. La sélection du plus fit est absolument improuvée, c'est une opinion probablement déduite de la sélection humaine. Ce que fait Darwin, c'est qu'il dit effectivement on peut sélectionner des races de chiens, des races de chevaux, c'est les humains, parce que la pression de sélection des humains, quand il n'y a que vous et l'animal, c'est assez simple. Mais quand vous n'avez plus de partenaires que ça, c'est pas, il n'y a aucune évidence dans l'histoire de la vie qu'il y ait une sélection naturelle. On ne sait pas. Le transfert latéral de gènes est faux aussi, ce n'est pas des gènes, c'est des séquences. Et sur les organismes, eh bien, la définition des organismes est quelque chose qui est extrêmement flou et qui dépend de l'outil par lequel vous le définissez. Donc c'est l'outil qui définit l'organisme, c'est l'organisme qui se définit tout seul. Mais bien entendu, comme on a besoin de se parler, eh bien, on invente des choses pour nous parler à un moment donné avec les outils qu'on a à notre disposition. Et il existe des gènes de novo qui sont créés peut-être à la fusion. Alors, c'est pas ce que je vous dis à propos de l'épistémologie, c'est pas le seul à le dire. Hein. Il y avait un workshop qui a été fait, qui était assez intéressant, dans lequel ils ont réuni des jeunes chercheurs et une quinzaine de prix Nobel pour dire voilà, comment on va trouver des choses, on va découvrir des choses, pas glisser, on va découvrir des choses dans le futur. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a le côté Popper et le côté Kuhn, vous voyez, les nouvelles technologies. Nous, ce qu'on a fait beaucoup ici, c'est pas tellement les nouvelles technologies, c'est qu'on a perverti des technologies qui avaient été mises au point pour d'autres choses, pour les utiliser. Donc, c'est la même chose qu'avoir des nouvelles technologies, c'est-à-dire regarder, utiliser des outils qui n'ont pas été utilisés pour regarder. Donc vous voyez que ça, c'est deux clés. Les deux autres clés, c'est la falsification des théories. Ça, bien sûr, il ne faut pas croire du tout
faut pas croire en l'auto-théorie, c'est vraiment une base. Hein. Les théories nous aident un peu à synthétiser à un moment donné, mais il ne faut pas y croire de trop près. Et puis de générer de nouvelles questions, en particulier des questions basées sur l'observation. Et donc c'est ça, c'est mon livre sur la question de l'évolution telle que je la vois maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui. Donc la classification doit se faire du point de vue, ressemblance génétique. Et pas, là on est d'accord, malgré tout on fait toujours au labo des arbres basés sur des modèles d'évolution. Pourquoi on ne fait pas de la finition directement? Alors on clusterise et on arrête avec la... On l'a fait en même temps, j'ai vu d'ailleurs, on clusterise, comme quand on a défini après les trucs, on fait ça, on fait de la classification phénotypique. Mais c'est extrêmement difficile. Le coût des arbres, la raison pour laquelle on n'arrive pas à sortir des arbres, c'est parce qu'il y a des millions d'outils maintenant pour faire des arbres, et qu'on est prisonnier des outils comme tu es prisonnier des routes, tu vois. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile parce que tu n'as pas les outils. On commence à sortir des outils de rhizome, là, tu vois, qu'on utilise. Il n'en existait pas. Et quand tu classes les bactéries, tu classes par le CSS, et quand tu classes par le CSS, il y a un modèle évolutif derrière. Normalement, on devrait faire de la ressemblance pour l'arbre, tu vois. Pas inférer. Oui, mais je suis d'accord, mais le problème, quand tu arrives, tu as vu la diapositive que j'ai montrée sur l'analyse des génomes des bactéries. Quand tu fais ça pour toutes les bactéries, en réalité, tu vois que la partie divergente est impressionnante. C'est une photo d'Aurélia. Mais le problème, c'est comment tu choisis que cette bactérie est là. Comment tu arrives à choisir le niveau de ressemblance. Moi, simplement, tu clusterises qui se ressemblent. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu séquences? Tu ne peux pas tout séquencer. Est-ce que tu as des expositions? Oui, mais comment tu choisis? Nous, on a un problème qui est quotidien, qui est celui-là. Dans la culture mixte, on a un truc, on voit bien qu'au Malditov, qui est une génétique, le Malditov, c'est un profil de protéines. On voit bien qu'au Malditov, ça ne marche pas. D'ailleurs, on est passé maintenant, c'est une de nos évolutions majeures qui rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que si on ne le reconnaît pas, on passe au génome. Avant, on passait au CESS, maintenant on se rend compte que, comme la définition du CESS, en réalité, elle est ad hoc, c'est-à-dire que ce n'est pas une définition scientifique ni biologique, c'est entièrement artificiel. On a dit c'est 1,3, mais si on disait, on aurait pu dire c'est 1,4 ou 1,2 ou 0,9, on n'en sait rien du tout. Tu vois. Je veux dire, pour le CSS, on n'a pas besoin de faire de la phylogénie, on fait que de la ressemblance. On ne fait pas un arbre basé sur une histoire évolutive, on fait de la ressemblance. Et on fait tranquille. On est d'accord avec tout. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Simplement, le problème, c'est que essayer donc de publier une bactérie qui a le CSS en disant que ça ressemble à ça. Et tu vas voir ce que ça donne. Ouais. Donc, je voulais rajouter un petit truc par rapport à CPR. En fait, une des premières, je crois que c'est les premières, ou une des premières souches isolées de CPR, c'était quand même dans votre laboratoire. C'est la fameuse Babella. C'est pas une CPR. Si. Non. Tu regarderas mieux, mais c'est une TM6, c'est pas une TM7. Non, on a regardé, on a pensé que c'était ça. C'est une TM6, c'est pas une TM7. Et donc non, c'est pas que le sel avec. C'est une TM6, c'est long, c'est le bord extrême des bactéries. Avant ce que j'appelle les mini-microbes, mais c'est pas. On a regardé, on s'est tout de suite jeté dessus quand on a vu les trucs, mais c'est effectivement c'est la plus loin des bactéries, la plus divergente, mais ça fait pas partie du groupe tel qu'il est identifié maintenant. Mais il sera peut-être demain. Quand tu vois cet arbre gigantesque, là, il n'est pas dedans. Par rapport à la taille des génomes des virus, est-ce qu'il y a une hypothèse de corrélation avec la spécialisation environnementale, au sens où les plus gros, ceux qui ont les plus gros génomes pourraient peut-être avoir un spectre de distribution plus large, alors que ceux qui sont plus petits... Alors, moi j'ai une hypothèse, mais qui vaut ce qu'elle vaut, parce que pour inventer une hypothèse, je suis aussi malin que les autres. Mais la différence, c'est que moi je n'y crois pas trop. Alors, tu veux. J'ai une hypothèse qui est basée sur la taille. C'est-à-dire que, si tu veux, ce qu'on a vu en travaillant sur les virus de protistes en général, en particulier les virus d'amibes, c'est qu'ils sont phagocytés, et qu'ils sont phagocytés sans avoir de protéines de membrane spécifiques, si tu veux, qui leur permettent d'être reconnus par le rôle. Donc si tu mets, pour les amibes, on a mesuré ça à un moment avec des billes de latex, si tu mets n'importe quoi qui fait 80 nanomètres, c'est bouffé par l'amibe. Donc si tu veux, tu as une sélection par les protistes de la taille. Et il y a, tu as vu, une espèce de corrélation, pas exacte, mais il y a une corrélation entre la taille de la bestiole et ce qu'elle est capable d'accueillir comme gène, comme séquence. D'accord ? Et donc, le transfert latéral de séquence, dans les autres virus, c'était quasiment inconnu. Dans ces virus-là, c'est possible, parce que d'abord, ils vivent en sympatrie, ils vivent en communauté microbienne. Ils échangent, la plupart des gènes qu'ils échangent sont des gènes avec les bactéries ou les archées intra-amibiennes.
Et donc ils ont l'opportunité, d'abord la taille qui permet ça, et deuxièmement l'opportunité d'échanger des gènes. Et donc c'est, je pense, la raison pour laquelle il y a tu vois, le saut quantique, c'est la taille qu'il faut pour être bouffé par un protiste. Et donc ce qui lui permet de ne pas être réellement spécialisé, d'accord, puisque tu peux être bouffé par n'importe quoi qui mange, donc tu peux être bouffé par les macrophages, tu peux être bouffé par les protistes, tu peux être bouffé, tu vois. Et donc ça n'est pas, ça a relativement moins de spécificité, et ça a une taille plus grande, et donc cette taille plus grande permet d'accueillir un génome plus grand. Voilà.